Ok, je vous propose de commencer ce webinaire consacré à la tarification progressive de l'eau. Donc, c'est un webinaire organisé conjointement par la ST et la FNCCR. Il fait écho à un webinaire qu'on avait organisé l'an passé sur le même format en juin 2023. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir rejoint le webinaire. Je vous propose quelques éléments de contexte. Attends. Alors, on a un petit souci de slide. Voilà, c'est parti. Bienvenue à toutes et tous. Ce webinaire sera ponctué par deux présentations, un retour d'expérience de la régie de Bordeaux Métropole sur l'abandon de la tarification progressive de l'eau, qui sera présenté par Monsieur Franck Bon. Et puis un retour d'expérience qui sera présenté par Citexia sur les forces et limites de la tarification progressive, issu de plusieurs retours d'expérience sur différents services, qui sera présenté par Monsieur Simon Godefroy. Donc je remercie évidemment les deux intervenants d'avoir contribué à ce webinaire. Ces deux présentations seront suivies par un moment d'échange, questions-réponses. Au cours des présentations, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat euh, et nous en ferons une synthèse pour ce moment d'échange. Voilà. Et puis, je remercie également Mélissa Bélier de la FNCR et Marine Brunier de l'AST pour avoir organisé ce webinaire et d'emporter un peu l'animation pour la partie questions-réponses. Voilà. Régis, veux-tu dire un mot d'introduction? En plus du tien sur la journée d'aujourd'hui, rien de plus. Enfin, ça fait effectivement assez. C'est un sujet qui est à la fois d'actualité récente, notamment suite au plan eau et aux déclarations du président de la République. Même si vous savez tous que l'avis du Conseil économique, social et environnemental a un tantinet nuancé l'optimisme euh, sur le sujet de la tarification progressive. Euh, bon, la FNCCR travaille sur ces sujets-là depuis une quinzaine d'années, hein, à la fois sur le volet de tarification au sens économique du terme, hein, de manière un peu basique, faire rentrer l'argent pour financer le service, sur son volet social, puisque on a fait travailler dès 2008 sur la question de la possibilité d'ouvrir une tarification sociale avec les évolutions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, sur la définition des catégories d'usagers, euh, sur la loi Brottes évidemment depuis. Euh, donc voilà, donc on se retrouve en plus aujourd'hui avec euh, un enjeu supplémentaire, hein, il y a un double enjeu supplémentaire, évidemment inciter aux économies d'eau et ou dire, prendre en compte le fait qu'il y a des économies d'eau qui se font sans même qu'on les demande. On verra ça justement avec les questions de tarification progressive et de leur incidence sur l'évolution des consommations. Et deuxième chose, bah, la nécessité de contrebalancer le fameux effet ciseau, hein, et d'être en capacité, malgré ces baisses de consommation, de continuer à financer le service euh, dans sa configuration actuelle et bah, dans les configurations futures, puisque entre problématiques quantitatives, pesticides, PFAS, nouvelles DERU et renouvellement, nous n'avons pas fini devoir investir. Voilà pour ce qui concerne. Bon, alors pour ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas la fédération, hein, mais je ne sais pas s'il me semblait qu'il y avait un petit point juste après. Oui, alors De... hop, on a la présentation de la commission eau potable
Et on aura la présentation de la Alors, FNCCR. je repasse la main à Frédéric pour la présentation de la commission. Merci Régis. Donc, quelques mots très rapides sur la commission potable. Donc, tout d'abord, elle est ouverte à tous les membres de l'AST. Elle se réunit environ tous les 2 mois en format hybride, présentiel et visio. Elle est composée en fait de 10 groupes de travail globalement qui sont cités dans la slide et qui globalement travaillent sur toutes les problématiques de continuité du service de l'eau en quantité et en qualité. J'insiste beaucoup sur les deux aspects. Voilà, donc il y a un groupe de travail qui est surligné, qui s'appelle Tarification, qui est animé par Bernard Barraquet, qui est présent aujourd'hui, et qui anime ce groupe depuis quelques années. Et compte tenu de l'actualité qu'a rappelé à l'instant Régis, il nous est paru important de multiplier les retours d'expérience sur des structures tarifaires mises en place, comment elles ont pu être évaluées, les défauts, les limites, etc. C'est ce qui nous a apparu prioritaire compte tenu effectivement de l'actualité institutionnelle et réglementaire rappelée par Régis. Donc c'est pourquoi on a mis en place et organisé ces 2 webinaires, celui de l'an passé et celui de ce matin. Voilà, c'était le mot d'introduction. Régis, je te repasse la parole pour présenter la FNCCR. Merci Frédéric. Oui, donc la FNCCR, qui est effectivement membre de l'AST, est donc une association de collectivités locales, hein, collectivités organisatrices des services publics locaux et de leurs établissements publics, et exclusivement collectivités et établissements publics, hein, qui intervient dans les domaines de l'énergie, du numérique, des déchets et de l'eau. Avec un triple objectif, hein, l'accompagnement des collectivités, hein, à la fois donc les élus et les responsables des services, hein, et les agents éventuellement, dans l'exercice de ces compétences, hein, et dans la mise en œuvre des dispositifs techniques et réglementaires, donc ce qui passe par de la veille juridique, technique, sociétale, en matière de gouvernance, sur à la fois les textes et les jurisprudences et sur les sujets plus techniques. On répond aux questions, hein, je ne sais plus, 540 depuis le début de l'année. Euh, on organise des formations, il y a un certain nombre de publications, Mélissa vous les présentera dans les actualités générales. Deuxième gros bloc, c'est vraiment la valorisation. C'est le partage des bonnes pratiques entre collectivités, entre pairs, hein, donc aussi bien élus, directeurs, mais aussi au sein des différentes fonctions dans les collectivités et leurs opérateurs. Euh, donc vraiment une logique d'échange. Et puis une vocation de représentation au sein des instances formelles de gouvernance ou de travail sur les services publics, hein, que ce soit auprès du gouvernement, des administrations centrales, du Parlement, mais aussi dans les instances type Comité national de l'eau. Euh, et puis, on a des relais au niveau européen, notamment avec Aquapublica Europea. Voilà. Et puis, je dirais qu'il y a des valeurs un peu fondatrices, hein, autour des enjeux de solidarité. Alors historiquement, la fédération a été créée pour mettre en place et gérer le FACÉ, donc qui était un fonds financé par des taxes sur les consommations d'électricité dans les années 30-40, là où il y avait donc des consommateurs d'électricité, donc un réseau, pour financer l'extension de ces réseaux en milieu rural, là où il n'y en avait pas encore. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi la solidarité territoriale entre urbains et ruraux, entre amont et aval, euh, les questions de solidarité sociale, et puis les enjeux de mutualisation. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas si c'est les EPCI à fiscalité propre à tout prix,
mais qu'en tout cas, il faut que les collectivités se regroupent si elles veulent à la fois faire jouer ces enjeux de solidarité et d'interdépendance et être en capacité de répondre aux enjeux. Et puis, ça reste de toute façon des services publics locaux. Et si en matière de tarification, il y a bien un point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce sont les collectivités locales compétentes, euh, en fonction du contexte de leur collectivité, des activités, des différents types d'usages, etc., qui doivent décider de la structure tarifaire, des modalités de tarification du service qui répondent à leurs enjeux et pas à l'État de fixer des règles qui s'imposeraient à tout le monde de manière générale et uniforme sans considération du local. Voilà, merci. Bien, ben, je propose de commencer par la présentation de Monsieur Franck Bon de la Régie des eaux de Bordeaux pour ce Euh, retour d'expérience sur l'abandon de la tarification progressive. Frédéric, je peux avoir la parole une petite seconde, Vas-y, s'il te plaît? Bernard. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste vous dire que la séance d'aujourd'hui s'inscrit entre deux autres séances, où on a parlé de la tarification progressive de Dunkerque, euh, qu'ils estiment être responsables de la baisse d'économie d'eau, ce avec quoi tout le monde n'est pas d'accord. Et la séance prochaine qui aura lieu début juillet, on vous informera de la date, où on va commencer à aborder la question de la tarification saisonnière. Et justement, c'est une question qui s'est posée dans le webinaire dont je sors, qui est aussi le webinaire sur les économies d'eau de la FNCCR, où on a eu trois cas où on voit des collectivités distributrices d'eau, même à l'échelle départementale, s'intéresser à la baisse des consommations d'eau en période touristique et notamment des touristes. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que la tarification saisonnière, ça permet de faire seulement des économies d'eau ou d'engager également une redistributivité en faveur des habitants permanents à partir des touristes. Voilà, j'ai tout, j'ai fini. Merci Bernard. Donc, ben, je passe la parole à Monsieur Franck Bon pour de la Régie des eaux de Bordeaux Métropole. Bonjour à toutes et tous, Franck Bon, directeur général adjoint à la régie de l'eau de Bordeaux Métropole. Je vais vous présenter la nouvelle structure tarifaire qui est applicable au 1er janvier 2024, mais juste avant, je vais prendre une minute pour présenter la régie de l'eau de Bordeaux Métropole. Donc, qui est la régie de Bordeaux Métropole? Elle a été créée donc à partir enfin, elle a commencé au 1er janvier 2023. On a tout juste un an d'existence. Elle est constituée de 23 communes. On a environ une centaine de captages et ressources pour alimenter 800 000 personnes, 300 000 abonnés, avec un réseau d'environ 3200 kilomètres. Donc, la nouvelle structure tarifaire est une structure tarifaire avec un prix unique à partir du 1er janvier 2024. Auparavant, elle était structurée à partir de trois tranches tarifaires, donc jusqu'à 170 mètres cubes, 5400 mètres cubes. Trois tranches de consommation pour l'eau potable uniquement, bien sûr. Et cette tarification n'atteignait pas ces objectifs, puisqu'on pouvait avoir des personnes qui vivaient dans des immeubles qui payaient plus cher l'eau potable par rapport à des personnes vivant dans une villa. Donc, on n'atteignait pas complètement nos objectifs, on n'arrivait pas à pousser les gens à faire de la sobriété. C'était une structure qui était quand même injuste. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un grand nombre d'analyses autour de cette structure tarifaire. Plusieurs constats. Au niveau de Bordeaux Métropole, environ 40% des ménages ne percevaient pas de facture individuelle puisqu'ils vivaient dans des bâtiments collectifs. Et également, au niveau de l'habitat, on avait 50% de nos usagers qui étaient des personnes seules et quasiment 75% qui étaient constitués de personnes vivant seules ou à deux. Donc, une structure assez particulière.
Derrière le compteur, on n'est pas capable de voir le type de foyer qui peut être derrière ce compteur. On a un usager qui peut consommer 50 mètres cubes et qui est seul, ou on peut avoir un usager qui va consommer 120 mètres cubes, mais qui est beaucoup plus sobre. Donc, difficile de connaître les tranches de consommation qui sont ouais, raisonnables et qui peuvent être sobres ou non. Cette nouvelle tarification avec un tarif unique est plus lisible puisqu'on a juste un seul tarif. Et elle est plus juste puisqu'on a baissé des frais d'accès à ces services qui étaient assez hauts, puisqu'on avait environ un prix d'abonnement qui était de 60 euros, ce qui est quand même relativement, ce qui était relativement élevé. On l'a baissé de 30% pour la part fixe et on a augmenté la part variable d'environ 10%, ce qui rééquilibre les budgets. On n'a pas augmenté foncièrement la part de recettes, on l'a équilibré, mais baisser la part fixe de 30% et augmenter de 10% la part variable. Euh, on a retravaillé, je vais revenir après, l'aide sociale automatique vers les publics les plus précaires, augmenter la part variable de 10%, améliore une vision plus environnementale et va plus pousser à la sobriété par rapport à l'utilisation de l'eau. Ça va inciter à faire des économies d'eau. Je reviens sur l'aide sociale. On est en train de travailler avec la CAF pour mettre en place une structure d'aide qui va être automatisée en ajustant cette aide aux foyers qui sont les plus précaires. C'est-à-dire qu'on a fixé une limite pour fixer cette aide, de sorte que le coût de l'eau et de l'assainissement ne pèse pas plus que 3% des recettes du ménage. Donc on a donné par nombre de personnes qui constituaient un foyer à la CAF des volumes d'eau utilisés qui semblaient raisonnables. Et la CAF fait le calcul par rapport au public précaire pour voir les ménages qui auraient comment dire, des parts de coût de l'eau qui seraient au-delà de cette recette de 3% des ménages pour équilibrer justement ce fonds d'aide sociale. Au niveau des tarifs, donc on le voit, comme je le disais, hein, entre 2023 et 2024, une diminution donc de cette part fixe de 60 euros à 44 euros. Et puis les trois parts variables qui ont été changées en une tarification qui est unique avec la répartition que vous pouvez voir sur ce graphe. Donc la part eau, agence de l'eau, eau et assainissement. La part assainissement, ce qui nous amène à un prix de l'eau d'environ 4 euros. Donc les questions qu'on s'est posées par rapport à cette tarification, c'est la question que vous posez tous. Faut-il augmenter le prix de l'eau? Est-ce que le prix de l'eau influence les comportements? Donc le prix de l'eau qu'on a défini pour 2024 est dans la moyenne nationale, à environ 4 euros. Ce prix de l'eau couvre pour 46% la production de l'eau potable. Environ 37% de ce prix sert à la dépollution des eaux usées pluviales et 17% de ce prix va vers les taxes redevances pour financer les investissements pour les services de l'eau et la préservation de la ressource. Le prix de l'eau moyen en France est de 4,34 €, donc on est légèrement en deçà de ce prix moyen, mais on est au même niveau que le prix moyen dans les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants, puisqu'il est estimé à 4,07 € TTC d'après les données CISPA de 2021. Donc, en conclusion, comme je l'ai dit, 40% des ménages ne recevaient pas de facturation
puisqu'ils étaient dans les bâtiments collectifs. La structure des foyers dans le compteur n'était pas connue, il était donc difficile de définir un prix juste. Ce tarif unique avec une part fixe réduite et une part variable augmentée permet d'être plus lisible. On a pu s'apercevoir que cette structure tarifaire n'est pas un outil pour inciter à la sobriété de l'eau, puisque malheureusement ou heureusement le coût de l'eau est bien en deçà des prix par rapport à l'électricité, donc ça n'est pas suffisant pour inciter à une sobriété. La structure tarifaire que l'on avait n'était pas incitative pour aider les ménages précaires. On avait environ 30% auparavant des ménages précaires qui demandaient ce fonds d'aide. Avec la nouvelle mécanique qu'on va mettre en place avec la CAF, on va arriver à une redistribution automatique à 100% de ce fonds qui est prévu. Cette nouvelle structure tarifaire doit être associée d'une politique environnementale pour informer, communiquer et pour aider donc pour pousser à cette sobriété dans la consommation de l'eau. Et comme je l'ai dit, on met en place, on pousse une politique sociale qui est différente en mettant en place une aide automatique sur la base des informations qui sont partagées avec la CAF. Donc, ce prix de l'eau, comme je l'ai déjà dit, n'est pas le seul levier pour tendre vers la sobriété. On agit sur d'autres leviers, les actions de sensibilisation, évidemment améliorer les performances du service d'eau en mettant en place un plan d'action qui est accéléré autour des recherches en eau, autour de l'augmentation du plan de renouvellement, augmenter les moyens humains, mécaniques, pour augmenter donc ce niveau d'efficience et augmenter cette performance, consolider d'autres recettes, proposer, communiquer autour de la mise en place de dispositifs hydroéconomes autour des usagers, développer des ressources administratives, alternatives, on gère aussi des équipements d'eau industriels où on essaie de remplacer auprès des industriels l'utilisation de ces eaux qui ne proviennent pas du réseau d'eau potable pour réduire l'utilisation de nos ressources pour l'eau potable, etc., etc. Voilà, j'ai été un petit peu rapide. Je vais finir, par une campagne de communication que l'on a mis en place à l'été 2023 pour étayer en fait les campagnes d'information, une campagne Protège ta nappe. Donc on avait toute une série d'affiches et d'informations pour sensibiliser la population autour de la lutte contre le gaspillage, protéger nos nappes. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, alors on a déjà pas mal de questions dans le chat, je pense qu'on va enfin, je vous les reposerai en faisant un petit peu le tri. Bernard, déjà une réaction? C'était juste une petite remarque. En voyant votre slide sur le camembert de répartition des différents éléments du prix de l'eau, je me suis demandé si vous ne vous étiez pas trompé entre le bleu clair et le vert clair. À ma connaissance, normalement, les redevances pollution sont beaucoup plus élevées que les redevances prélèvement. Et du coup, si c'était le cas, vous voyez, moi, j'associe toujours la redevance pollution à la redevance d'assainissement et la redevance prélèvement au prix de base de l'eau potable. Et effectivement, si on inverse, on s'aperçoit que finalement, la part assainissement à long terme, quand on inclut donc la redevance, rattrape la redevance eau potable et la partie eau potable plus à long terme, si vous voulez. Donc, c'est juste pour vous poser la question parce que ça me surprend que vous ayez l'inverse. Mais bon, je me trompe peut-être. Il y a confusion. Mais c'est pas grave, hein. Ça ne nous empêche pas de discuter le sujet. Oui, tout à fait. Non, je vais le revérifier. Je ne suis pas le meilleur spécialiste pour discuter de tarification, mais je vais le revérifier.
C'est juste que il ne faut pas confondre la redevance pollution et la redevance prélèvement. Euh, la redevance pollution, même si elle s'appelle pollution, elle est juridiquement rattachée à l'eau potable. Oui, Et c'est la vrai. redevance euh, modernisation des réseaux de collecte à l'assainissement. Oui. Oui, d'accord. Bon, il y a peut-être La eu redevance C'est vrai pollution que est effectivement plus oui, élevée c'est que la vrai que redevance. moi, je suis un vieux schnock, si vous voulez. Moi, je reste fidèle à ce qu'on avait voulu faire au début des agences de l'eau avec deux redevances, une qui concernait l'amélioration de la gestion à long terme de l'eau potable et l'autre qui concernait l'amélioration de la gestion à long terme de l'assainissement. Effectivement, avec le nouveau système des redevances depuis l'ALEMA, c'est plus compliqué de les répartir. ouais. Mais Non, mais effectivement, il y a peut-être eu un mix au niveau du prix de l'assainissement. Oui. Il y a eu en tout cas, la remarque de fond que je voulais faire, c'est que je suis très, très sensible au fait que Bordeaux Métropole, alors que dans la campagne électorale municipale, l'équipe qui a gagné les élections affichait sa volonté de mettre en place une tarification progressive, a eu l'intelligence de réfléchir avant et de faire quelque chose de différent qui va, à mon avis, être beaucoup plus durable. Voilà. Et en faisant ça, si vous voulez, pour moi, c'est idéal. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous savez que Bruxelles, la capitale de la Belgique, avait mis en place une tarification progressive et ils l'ont abandonnée en se rendant compte qu'elle n'atteignait aucun de ses objectifs. Bon, je donne la parole maintenant à tous ceux qui veulent intervenir. Oui, Alors, tout je à crois fait. Et ce qu'il y que a j'ai pas précisé, pardon, c'est que sur ces 40% d'abonnés qui vivent dans des logements collectifs, on avait une double part fixe qu'ils allaient payer. Ils payaient la part fixe, bon, qui était redistribuée entre toutes les individualisations, le compteur général et les compteurs individuels. Donc, plus le système de tarification faisait qu'ils payaient plus cher, quand bien même ils allaient être, euh, ils allaient être plus sobres que dans une maison, ils allaient payer l'eau plus cher que dans cette maison. Donc, c'était quelque part assez injuste. Et puis, on allait avoir potentiellement plus de population, parfois avec des difficultés qui allaient avoir une double peine, quelque part. Donc, c'était injuste et pas alors, je incitatif. propose de revenir très rapidement, je pense, sur la question des redevances et la répartition des redevances, puisqu'on a quelqu'un du coup de l'agence de l'eau qui a levé la main. Oui, Jocelyne Dimard, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour à vous. Non, c'était pour dire que effectivement, il y a pas d'erreur. Comme le disait Régistène, il y a bien une redevance pollution qui s'applique à la part eau potable et la redevance prélèvement est une charge de service. Donc, c'est bien les 0,39. Et les 0,25, c'est la redevance modernisation des réseaux de collecte qui est sur la part assainissement. Alors, tout ça, ça va changer puisqu'on a une réforme des redevances en cours, mais en tout cas, pour ce qui s'applique cette année, c'est correct. Voilà. Et j'avais Bon, une ben, question juste du coup, sur... je suis Pardon. frustré. Du coup, moi, je suis frustré parce que Désolée. je reste convaincu qu'il faut toujours associer ce qui concerne l'épuration et l'assainissement à long terme à la taxe, à la redevance d'assainissement et garder seulement la partie qui concerne la mobilisation des ressources en eau pour la partie eau potable. Parce que sinon, on se trompe complètement pour évaluer ce qui va se passer à long C'est terme ce qui va se et passer. l'évolution des coûts. Mais Pardon. ce n'est pas la même assiette, pour être Mm. Pour réaliste. revenir sur la tarification progressive. C'est ce qui va se passer avec la réforme. Donc, ça va aller. Et juste, j'avais une question pour l'intervenant. C'est par rapport à... J'ai vu passer 15 euros d'accès au service. Est-ce que c'est inclus dans la part fixe du diagramme? Alors, Vous l'avez pas, vous l'avez vu, on l'avait vu juste avant. oui, Oui, pardon, ici. juste là. Avant. Voilà, Là. tout à fait. Il y a oui, il y a deux choses. On a des frais d'accès au service de 15 euros et on a une baisse de 30% de la part fixe. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Mais effectivement, on a réduit le prix des frais d'accès au service à 15 euros. Donc, ces Les 15 frais euros sont d'accès au inclus dans la service part sont fixe, c'est payés. ça? Non, non. Non, non, les frais d'accès au Non, non, c'est en service plus. sont payés au moment de l'emménagement Ah, dans les pardon, locaux. oui. Ok, Donc c'est merci. one shot. C'est juste Quand on une accède fois, au notamment, service, on paye ces 15 ça a euros. impacté fort les étudiants. Et donc, c'était aussi pour limiter l'impact sur les étudiants, de ce dont je me rappelle. Tout à fait, c'est ça. Alors, je vous propose du coup de prendre les questions déjà une partie dans le chat. Je vais essayer de les réunir par sujet. Donc, il y a des questions sur la part fixe.
Alors déjà, je pense que c'est pour pouvoir se comparer plus facilement. La part fixe, à quel pourcentage ça représente sur une facture type de 120 mètres cubes, qui est un peu voilà, la référence de calcul. Et puis ensuite, est-ce que cette diminution des parts fixes, enfin, voilà, ça crée de l'inquiétude sur l'équilibre économique du service. Donc j'imagine que vous avez voilà, bien fait des simulations sur tout ça. Et donc, il y a plusieurs questions, effectivement, sur l'équilibre économique du service. Et donc, est-ce que, voilà, enfin, comment ça s'articule? Est-ce que ça va plutôt faire une augmentation des recettes globales, une diminution, mais voilà, qui est anticipée, ou comment vous avez travaillé là-dessus? Donc, une double Tout à question. fait. Oui. Alors, pour une facture de 120 mètres cubes avec un prix de l'eau d'environ 4 euros, ça nous fait une facture annuelle de 480 euros. Donc, c'est 60 euros par rapport à ces 480 euros. Ces 60 euros en part fixe sont réduits à 43 euros. D'accord? Donc, je sais pas les pourcentages que ça représente, mais c'est 43 euros maintenant sur la part fixe par rapport à 480 euros de facture annuelle pour 120 mètres cubes. Au niveau des recettes, il n'y a pas de baisse, pas d'augmentation sur les recettes. Il y a eu plusieurs simulations qui ont été réalisées. Donc, on est quasiment à ISO recettes. Là-dedans, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on avait une augmentation du prix de l'eau qui avait été inclus de 3% par rapport à l'inflation, puisque le prix de l'eau n'avait pas été augmenté pendant 2 ans. Mais ce changement de tarification n'est pas lié à une baisse ou une augmentation de recettes. C'est ISO recettes pour l'ISO périmètre. Ça Pas de marche. perte, d'augmentation. On a une petite augmentation par rapport à l'inflation. Uniquement. D'accord, merci. Alors, il y a beaucoup de questions sur les mesures sociales d'accès à l'eau Oui. et la notion de connaissance du coup du territoire. Comment est-ce que vous avez procédé donc au niveau de l'étude de la connaissance des usagers, Alors, oui, tout à etc. fait. Alors, évidemment, on n'a pas accès aux listes nominatives des foyers, pour les raisons que vous connaissez. Donc, les discussions qui ont eu lieu avec la CAF étaient portées sur l'explication de la volonté de la régie de distribuer ce fonds d'aide sociale qui est de 400 000 euros avec la CAF, de le rendre automatique et qu'il soit versé par la CAF. Donc nous, ce qu'on a défini, c'est un volume d'eau qui nous semblait raisonnable en termes de sobriété d'utilisation par rapport à un foyer de 1, 2, 3, 4, 5 et plus personnes. On a donné ce volume d'eau. On a donné un fichier de calcul à la CAF qui fait des calculs par rapport aux foyers qui sont les plus à difficulté par rapport à leurs revenus. Et ils font le calcul de ce volume d'eau par composition de foyer fois 4 euros, voire les foyers qui payeront avec ce volume théorique plus de 3% de leurs revenus par rapport à l'eau. Et ce fonds d'aide sociale de la régie va permettre de réduire à 3% les dépenses d'eau par rapport à leurs recettes. Est-ce que je suis clair? Oui, je pense. Parce que nous, on ne peut pas le faire en tant que régie, on n'a pas accès à ce foyer. Il n'y a que la CAF qui peut avoir accès aux recettes, aux personnes en difficulté. Et ce qu'on voyait avec le dispositif précédent, parce qu'on avait exactement le même fonds, c'est qu'on n'avait que 20 à 30% qui étaient redistribués. Avec ce nouveau dispositif qui va être mis en place avec la CAF, on va pouvoir avoir une redistribution automatique de 100% de ce fonds d'aide. Ça marche. Alors, il y a une question qui revient plusieurs fois, c'est combien de foyers pensez-vous toucher avec le dispositif? Vous avez un nombre de foyers cibles? Ça, je ne suis pas capable de répondre. Ça marche. Je suis désolé. Je reviendrai vers vous pour vous donner un petit peu plus d'éléments. Mais Simon peut dire quelque chose sur Nantes. Simon, tu peux dire On quelque y chose sur ce qui se passe à reviendra. Nantes? Je pense que de toute façon, Simon reviendra après aussi sur la question plus générale. Je les garde plutôt pour Simon en deuxième partie. Moi, Régis? En commentaire, j'étais en train de chercher le nombre d'allocataires sur Bordeaux, mais je ne le retrouve pas, je ne l'ai pas en tête. c'est pas Marianne, Pour l'instant, en fait, 7000, c'est c'est ça? ouais, 7 000 à peu près, voilà.
Et c'est en cours de construction aussi parce qu'il y aura aussi un élargissement avec la réflexion sur l'assainissement. Là, on est bien dans une première étape de mise en place de l'allocation avec déjà pas mal de négociations avec la CAF qui sont un peu complexes. Mais voilà, l'idée, c'est que voilà, globalement, c'est un dispositif qui va aussi pouvoir évoluer dans le temps, mais qui touche déjà, si on touche déjà 7000 personnes, 7000 ménages, ça serait déjà beaucoup plus qu'actuellement. Oui, puisqu'on en touche Donc que 20 à 30%. voilà. Euh, C'est je voulais juste revenir sur un petit point, parce qu'il y avait plusieurs questions aussi sur les échanges avec la CAF. Et il y a deux niveaux qu'il faut avoir. Il y a des consignes qui ont été données par la CNAF, donc niveau national, euh, au, au CAF, donc départemental, de ne pas fournir ces données, ou en tout cas la totalité des données nécessaires. De Bordeaux. C'est une question politique, hein, euh, dont on ne comprend pas tout à fait bien les tenants et aboutissants. Je vous ai mis dans le chat le lien vers un courrier qu'on a adressé en fin d'année dernière à la Première ministre et un certain nombre de ministres, avec France Urbaine et une 25 et quelques élus de collectivités qui sont engagés dans ces démarches de tarification sociale, enfin, ou de tarification d'aide sociale au paiement des factures d'eau, et qui ont besoin effectivement de connaître à la fois les revenus des ménages, hein, de savoir si les familles sont riches ou pauvres, entre guillemets, hein, mais aussi pour pouvoir calculer le montant d'une aide, et il faut pouvoir déterminer quelle devrait être la consommation normale, entre guillemets, de ces familles, et tout le monde a bien conscience que ça dépend du nombre de personnes, même si ce n'est pas complètement linéaire. Et aujourd'hui, il y a un vrai blocage. Alors, dans certains cas, à Grenoble, à Bordeaux, c'est en train de se débloquer. On arrive à faire des choses, mais au niveau national, c'est extrêmement compliqué. Et le RGPD est une mauvaise excuse dans la mesure où le RGPD n'interdit pas à la CAF ou à la CNAF de transmettre des données. Hein. Il faut que cette transmission soit légitime. Il se trouve qu'en plus, la CNIL a validé le principe. Hein. Donc, ce n'est pas le sujet. Ensuite, effectivement, il faut que la collectivité qui récupère les données mette en place les procédures et les sécurités pour se conformer elle-même au RGPD. Hein. Mais la CAF n'est pas responsable c'est pas elle qui a audité de savoir si la collectivité est conforme ou pas. C'est la collectivité qui engage ensuite sa responsabilité pénale. En plus, mais Simon en parlera sans doute, il y a aujourd'hui des dispositifs proposés aux caisses d'allocation familiale pour qu'il n'y ait quasiment aucune donnée personnelle de transmise. Hein. Donc, c'est en grande partie un faux prétexte. Ensuite, je voulais quand même dire que, donc, bon, on agit avec France Urbaine sur la question mise en œuvre de politique sociale et donc revenus et composition des ménages, et puis ensuite IBAN pour transmettre un dispositif pour faire des virements. Ensuite, effectivement, pour ce qui concerne la tarification progressive, plus particulièrement, un des grands obstacles aujourd'hui, c'est une forme de non-équité de ces tarifications à partir du moment où on ne sait pas combien il y a d'usagers derrière, combien il y a de personnes. Oui. Et donc, c'est vrai que la demande, elle est aussi d'étendre la possibilité d'accéder à la composition des ménages, en tout cas pour ce qui concerne les résidences principales, pour qu'on puisse, si la collectivité veut aller dans la tarification progressive, hein, mais qu'on puisse effectivement ensuite calibrer les tranches en fonction du nombre d'occupants et pas de manière basique, hein, comme le disait Franck Bon tout à l'heure. 50 mètres cubes, ça peut être une personne seule qui n'est pas forcément très, très économe. Ça peut être aussi une famille très économe. Et ça peut être une résidence secondaire. Ça peut être... Régis,
Ouais. Je pense qu'on reviendra sur les préoccupations Mais GR. Je propose qu'on finisse sur les questions donc sur Bordeaux. l'enjeu politique aujourd'hui, c'est d'obtenir de la CAF ces données sur la composition des ménages, à minima pour à vocation de politique sociale, et si les collectivités veulent mettre en place de la tarification progressive, pour cette vocation. Voilà, je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie. Je propose qu'on clôture là pour l'instant, qu'on reste sur les questions qui sont quand même peut-être plus par rapport à Bordeaux. Il y avait des questions sur le FSL. Est-ce que vous avez travaillé avec le FSL? Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Alors, a priori, maintenant, ça n'apparaît plus. Mais voilà, quel serait éventuellement votre retour d'expérience par rapport au FSL? Est-ce que vous l'avez écarté? Enfin, voilà. Alors moi, j'ai pas travaillé sur la tarification, le FSL. C'est le Fonds de solidarité pour le logement qui est géré par les départements et auquel Ouais. contribuaient historiquement les services d'eau, enfin avaient la possibilité de contribuer dans une approche plus curative de paiement, ensuite d'aider à payer les impayés a posteriori en lien avec le logement. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été supprimé sur Bordeaux le temps de mise en œuvre du dispositif social automatique. Donc, c'est toujours en cas, enfin, en cours. Et effectivement, ça ne traite pas exactement du même sujet, puisque c'est vraiment des accompagnements en cas de non-paiement des factures, ce qui fait des taux de recours très, très réduits, puisque les personnes qui sont en non-paiement sont beaucoup moins nombreuses que les précaires qui payent leurs factures d'eau, qui sont eux beaucoup plus nombreux à payer leurs factures d'eau, évidemment. Et quand les précaires en situation de non-paiement font appel au FSL, le dispositif est assez complexe, ce qui fait qu'il y a un taux de recours qui est assez faible. Donc, pour l'instant, il n'y a encore qu'une contribution du service de l'eau au FSL, mais vraiment dans des logiques plus curatives et sur des montants qui sont beaucoup moins importants, du coup, puisqu'ils touchent beaucoup moins de personnes. Alors, est-ce qu'il restera ad vitam? Je sais, peut-être. Voilà. Comme c'est deux sujets très différents, ça n'a pas forcément vocation à se supplanter, ou en tout cas, se séparer. Ça marche. Alors ensuite, il y avait une question peut-être assez générale également, mais qui, je pense, est intéressante, parce qu'on avait parlé vous aviez parlé, Monsieur Bon, d'objectifs qui n'étaient pas tenus par la tarification progressive. Ben, justement, c'est la slide qu'on a projetée à l'écran. Et la question était, du coup, est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés pour la tarification actuelle? Et en tout cas, est-ce qu'il y a un suivi qui est prévu sur l'évolution des consommations éventuellement par typologie de ménage, enfin, d'habitat, d'abonnés. Oui, alors il y a plusieurs études qui sont lancées effectivement par typologie de consommation. Alors on n'a pas de télérelève sur Bordeaux. Alors, on n'a pas une télérelève à 100%, mais on a une télérelève sur 5% des usagers qui sont les plus consommateurs et qui représentent 40% de la consommation journalière. Donc, il y a des études qui sont menées par rapport à ces gros consommateurs pour voir comment on peut les aider à réduire leur consommation, voir comment on peut remplacer leur consommation d'eau potable, quand c'est possible, par des eaux qui sont industrielles ou des eaux qui sont traitées par les stations d'épuration, même si la loi n'est pas encore complètement prête parfois par rapport à ça pour certains usages. Et bien entendu, on continue à faire des analyses sur les usagers classiques pour voir leur consommation. On a pu voir une décroissance des volumes unitaires consommés par usager jusqu'en 2018-2019. Et depuis 2018-2019, on voit une augmentation à nouveau légère qui recommence sur ces consommations unitaires. Donc oui, il y a beaucoup d'études d'analyse qui sont faites par rapport aux usagers, mais encore une fois, on ne sait pas qui est derrière le compteur, donc c'est difficile de faire cette analyse par type de foyer. Merci. Alors, j'ai une dernière question pour Bordeaux, et puis ensuite, on passera à la présentation de Citexia. Et toutes les questions un peu générales, on va les garder plutôt après cette présentation. La dernière question, c'était du coup celle de savoir si jamais vous aviez une évolution, une projection tarifaire prévue pour les prochaines années. Voilà. Est-ce que vous avez déjà prévu des augmentations dans les années à venir ou... Je rajouterais même politiquement, est-ce que vous avez un discours qui est construit sur la compensation des baisses de conso par des augmentations de tarifs, vraisemblablement?
Oui, alors on réfléchit à tout cela. Il y a beaucoup de sujets sur la table actuellement. Il y a effectivement la baisse des consommations qui doit être répercutée sur peut-être une augmentation du prix de l'eau. On a des questions d'investissement, de renouvellement, puisqu'on multiplie par 3 à 4 les pourcentages de renouvellement par rapport à ce qui se faisait dans le passé. On passe de 0,2, 0,3% par an à quasiment 1% sur les conduites, 2% sur les branchements. Donc ça aura un impact sur l'eau et ça a déjà été prédéfinis dans les plans d'investissement. Et puis, au 1er janvier 2026, on va intégrer toute la gestion des systèmes d'assainissement et de pluvial. Donc, eau usée et pluviale. On est en plein schéma directeur des réseaux, des stations d'épuration. Donc, on se pose beaucoup de questions par rapport aux futures augmentations de l'eau et leurs répercussions sur leur impact sur les usagers. Donc, j'ai pas encore de réponse définitive à donner, mais on est en plein travail là-dessus pour voir quels seront les impacts pour payer les aménagements, les nouvelles lois qui vont sortir aussi par rapport aux réglementations de traitement de l'eau sur le tertiaire, etc., etc. Ça marche. Merci. Du coup, si vous pouvez quitter le partage et puis je laisse Simon projeter son écran et puis nous faire sa présentation. Bien, bonjour à tous. Merci pour ce partage d'une première expérience. Donc, Sitexia, nous, on accompagne pas mal de collectivités on accompagne les collectivités sur les enjeux de tarification des services publics et notamment sur la tarification des services de l'eau et sur la tarification sociale et progressive. Alors, qui sont deux choses assez différentes finalement dans les solutions qui sont souvent mises en place. Et du coup, là, je voulais vous partager avec vous un peu d'autres retours d'expérience que celle de Bordeaux, avec qui nous avons aussi travaillé, mais qui, du coup, sont intéressantes aussi, mais qui, elles, ont gardé de la tarification progressive ou ont mis en place de la tarification progressive, ce qui, voilà, ce qui est aussi à regarder, mais sous différents angles, pas forcément sous l'angle seulement de la baisse des consommations. Donc, j'ai à peu près les mêmes slides de départ que Monsieur Bon, on ne s'est pas concerté, mais Ah, ça je va pas. voulais juste repartir sur le fait qu'effectivement, vu du service, on ne connaît pas qui consomme. Donc, entre un usager A qui consomme 50 mètres cubes et un usager B qui consomme 120, on aurait tendance à penser que celui qui consomme 120 consomme plus. Mais quand on regarde derrière, eh ben, on voit qu'il y a une personne derrière un ménage de 50 mètres cubes et quatre personnes derrière un ménage de 120. Un rapide calcul fait qu'on comprend qu'à 4, à 120, on est à 30 mètres cubes par personne. Et donc, on consomme effectivement relativement moins par personne quand on est plusieurs derrière un compteur. Juste pour redonner aussi des repères, 50 mètres cubes, c'est 137 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 14 minutes de douche à peu près, alors que 329, enfin 120 mètres cubes, c'est plutôt 32 minutes de douche, mais réparti sur 4, ça fait donc 8 minutes de douche par personne, ce qui est effectivement un petit peu moins. Donc on ne connaît pas le nombre de personnes. Donc derrière, juger des choses, les petits consommateurs ne sont pas forcément vertueux, les grands consommateurs sont forcément dispendieux. C'est un peu tout le sujet. Alors, pour essayer d'alimenter un peu la réflexion, que connaît-on des consommations d'eau? Et ça, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui parce qu'on a assez peu d'informations et assez peu de recherches sur la compréhension des consommations d'eau. D'après les études que nous avons faites sur une dizaine de collectivités et notamment sur trois ou quatre où on a pu croiser les informations avec le nombre de ménages et le nombre de personnes derrière les ménages, sur des échantillons assez importants de plus de 10 000 foyers, on obtient les dispersions de consommation suivantes que vous avez sur la droite, qui montrent que globalement, la médiane pour un ménage de une personne est autour de 47 mètres cubes. La moyenne est à 50, la médiane est à 47 mètres cubes, mais il y a quand même 30% des ménages, le troisième décile, qui consomment, des ménages d'une personne qui consomment moins de 35 mètres cubes, et 30% des ménages d'une personne qui consomment plus de 65 mètres cubes. Donc, ça, c'est une réalité pour un ménage de une personne, mais quand on regarde sur deux personnes, ou trois ou quatre personnes, on voit que la médiane pour quatre personnes est à 118 et qu'il y a un tiers qui consomme moins 98 et un tiers plus de 143. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la taille du ménage a réellement un impact important globalement, que les moyennes sont quand même assez élevées. Elles sont
à peu près les mêmes sur tous les territoires. Alors, elles dépendent un peu des territoires quand même, parce que plus il fait chaud et plus on a tendance à consommer, plus il pleut, moins on a tendance à consommer. En fait, en tout cas, sur les résidents, on obtient des choses qui peuvent varier de plus ou moins 6% autour de cette dispersion, mais toujours avec cette logique qui augmente en fonction de la taille. Et s'ajoutent à ces consommations les consommations des professionnels et les consommations touristiques qui peuvent vraiment impacter fortement la consommation moyenne globale par habitant. Et ça, aujourd'hui, on a une difficulté à dissocier la consommation des ménages purs de la consommation des professionnels. Pas forcément les très grands, hein, mais les commerces, les activités commerciales, les quelques usines du quartier, même des petites usines ou des petites industries, et surtout les effets touristiques qui sont aussi compliqués à isoler en fonction des contextes. Euh, Ce qui fait qu'on a une, souvent, on regarde une base de consommation d'eau, on obtient ce graphique par tranche de consommation. On va avoir un nombre d'abonnés par tranche, les traits bleus, puis le volume que ça correspond. Donc, on a une grosse part des abonnés, on va les trouver entre 30 et 90 mètres cubes. Et puis après, on va avoir beaucoup moins d'abonnés sur les tranches, voire quelques abonnés sur au-delà de 40 000 mètres cubes, mais qui vont quand même constituer des volumes très importants. En général, on a 10% des abonnés qui vont représenter presque 30 à 40% des volumes totaux du service et donc de la contribution financière au service. Pour autant, on a énormément de petits abonnés avec des petites consommations. Alors, qui sont derrière ces abonnés? Là, j'ai fait un petit quiz, mais ceux qui sont à zéro sont à vacants. Excusez-moi. Je suis désolé, j'ai eu une interruption de porte qui s'est mise. Les vacances sont à zéro. Les résidences secondaires sont entre 15 et 30 mètres cubes. Donc, on a aussi, alors là, dans ce territoire, pas forcément beaucoup de résidences secondaires. On peut avoir des maisons à 50 mètres cubes. On peut avoir des familles nombreuses à 120 mètres cubes, et donc beaucoup moins de familles nombreuses, mais avec des volumes conséquents derrière ça. Et puis après, on peut avoir des petites entreprises autour de 200 mètres cubes. Et surtout, on va avoir potentiellement un certain nombre de petits collectifs qui ne sont pas forcément identifiés parce que ce n'est pas forcément des gros bailleurs, mais il y a beaucoup de petits collectifs avec 3, 4 appartements, et notamment c'était le cas à Bordeaux, où on avait quelques gros bailleurs, mais beaucoup de petits collectifs. Et effectivement, quelques gros bailleurs avec beaucoup de logements derrière un même compteur, donc on va monter autour de 8 000 mètres cubes, 8, peut-être 10 000 mètres cubes, possiblement si on a vraiment une centaine de logements derrière un immeuble. Et enfin, dans les très très grands, bah, on a des industries, mais aussi des hôpitaux, enfin en tout cas des grands services publics qui peuvent être aussi des très grands consommateurs. Donc, ça, la compréhension et l'analyse un peu plus précise de qui est-ce qui est derrière vos compteurs, vous ne le savez pas en regardant juste les compteurs, mais c'est important de comprendre qu'il y a une logique de structuration qui est surtout liée à la structuration de votre habitat et à la structuration de vos ménages et de vos industries sur le territoire. Sur ce même graphique, où sont les usagers dispendieux? Ben, les usagers dispendieux, ils sont partout. Ils sont partout et surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont au milieu d'usagers frugaux. C'est-à-dire que vous avez un ménage qui consomme 60 mètres cubes tout seul, on pourrait considérer qu'il est dispendieux, mais en même temps, il est au milieu d'un ménage de 3 personnes qui, lui, au contraire, est vertueux. Et donc, c'est très compliqué de se dire, avec une tranche, je vais toucher des ménages dispendieux ou des ménages vertueux. Enfin, je ne vais pas réussir à le savoir. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir cibler. Tout ce qu'on peut savoir quand même, c'est qu'on a un gros potentiel de gens qui sont entre 50 et 100 mètres cubes, qui sont des ménages de 1 ou 2 et qui, eux, potentiellement, ont une vraie marge de manœuvre pour baisser. Mais c'est plutôt beaucoup de petits ménages. Alors la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment les embêter, ces petits ménages? Est-ce qu'on veut leur dire, écoutez, faites des efforts? Est-ce que vous pouvez baisser? Est-ce que ça, vraiment, l'idée de travailler sur la baisse de consommation des petits ménages, donc qui voudrait dire des petits mètres cubes, est-ce que ça, c'est un travail qu'on veut lancer? Et avec la difficulté aussi, c'est que juger de ce qui est vertueux, dispendieux, c'est pas si simple. Je prends une personne seule avec un handicap qui doit faire 3 soins par jour, elle va avoir peut-être 90 mètres cubes nécessaires pour les besoins de ses soins et on ne va pas vouloir forcément la pénaliser. Donc, ça pose beaucoup d'autres questions aussi derrière. Je reviens sur le thème du webinaire, la tarification progressive. D'abord, il me semblait intéressant de reparler de la tarification dite incitative. C'est la tarification actuelle qui est obligatoire et c'est la tarification actuelle avec une part fixe qui est limitée à 30% de la facture 120 mètres cubes et une part variable qui est obligatoire
et qui doit être proportionnel au volume consommé. Et ce qui fait que mécaniquement, donc vous voyez, hein, j'ai encore un peu les mêmes schémas que, que Monsieur Bon, mais mécaniquement, plus on consomme de volume, plus notre facture augmente. D'accord? Il y a pas de sujet là-dessus, hein. Aujourd'hui, il y a certains qui disent oui, c'est pas normal, plus on consomme, moins on paye. C'est faux. Alors, ils ramènent ça à des mètres cubes parce qu'ils sont tous mathématiciens. Mais globalement, la majorité des gens n'est pas mathématicien et globalement, ils savent que plus on consomme, plus on paye. Donc, plus on consomme, plus on paye. Et on voit bien que bah, les petits ménages payent moins que les grands consommateurs qui peuvent être des ménages, des immeubles collectifs, des petits collectifs, des grands collectifs ou des industries, ou des entreprises ou des hôpitaux. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et c'est vrai que c'est obligatoire depuis longtemps, enfin depuis 2006 à minimum, même 93. Régis me corrigera. Mais globalement, le message, il est simple. Plus on consomme, plus on paye. Ce message-là, il est instauré, il est important. Autre point important qui a été signalé, 20 à 50% des ménages sont derrière des collectifs et n'ont pas de facture directe et ça passe par des bailleurs. Donc, on ne les connaît pas. Donc, il faut faire attention aussi à comment on traite ces usagers spécifiques pour pouvoir avoir une stratégie tarifaire adaptée. Par rapport à ça, la stratégie de la tarification progressive, en quoi elle consiste? Elle consiste à faire des tranches de consommation avec des prix de l'eau qui augmentent en fonction des mètres cubes consommés. Vous voyez, les pentes sont de plus en plus raides. C'est-à-dire que le tarif de l'eau augmente, donc ce qui fait que la facture, au lieu d'augmenter linéairement, elle augmente en format exponentiel. Ce qu'elle génère, si on ne fait pas forcément attention aux choses, mais donc de fait, elle va limiter la contribution des petits usagers et quand elle va augmenter la contribution des grands usagers. Et donc, là, vous avez beaucoup de monde, là, vous avez assez peu de monde, mais ce qui se passe, notamment à recette constante, quand on ne cherche pas à développer la recette, c'est qu'on va faire un effet redistributif. On va faire baisser la contribution de ces petits ménages-là et augmenter la contribution de ces grands usagers-là. Donc ça, c'est si on est à effet à recette constante. Si on n'est pas à recette constante, on va avoir un effet où ceux-là, on les augmente moins, mais ceux-là, on les augmente plus. Et donc, c'est important de savoir comment on construit la tarification progressive en fonction des territoires et selon cette contribution. Je vous ai pris trois exemples. Le Grand Annecy, le Creusot-Monceau et Lyon. J'ai vu que Philippe Imbert était dans l'assistance. J'espère que je serai fidèle à la traduction des enjeux sur Lyon. Mais je vous remonte. Alors, c'est nos avis, hein, il n'engage que Citexia sur la structure. Sur le Grand Annecy, on était sur une tarification avec 5 secteurs tarifaires différents et il n'y avait pas d'abonnement dans la zone centre. Sur le stand d'Annecy, il n'y avait pas d'abonnement historiquement. Et il y avait quelques dégressivités qu'on voit ici, donc c'était en gris, quelques dégressivités sur certaines ex-collectivités, ex-communautés de communes. On partait d'une part fixe, on partait d'une tarification sans part fixe. Il a été décidé d'une part d'harmoniser les tarifs sur l'ensemble du territoire, de mettre fin aux dégressivités sur certaines CC, donc avec une certaine augmentation, et surtout il a été décidé d'intégrer un abonnement d'une vingtaine d'euros, donc un abonnement assez léger, une vingtaine d'euros parce que la réflexion était vraiment de dire les charges sont fixes, les consommations vont baisser, et les petits consommateurs qui consomment rien ont quand même un accès au service. Il faut développer la notion du service qui leur est rendu. Et donc, il y a décision d'intégrer une part fixe. Comme la part fixe a été intégrée, l'idée, c'était que ça pouvait faire baisser un peu la part variable. Et ça aurait, si on n'avait pas mis en place de tarification progressive, on aurait eu un effet de baisse des consommations, de contribution des professionnels. Et donc, il a été décidé de mettre une part variable qui augmente à partir de 200 mètres cubes, avec le seul objectif de laisser les professionnels avec une contribution raisonnable dans le service. Donc, il y avait un besoin en plus d'augmenter les recettes. Donc, vous voyez que les recettes ont été générées ici sur les ménages et plutôt les petits ménages, mais ont été conservées aussi sur les professionnels. L'enjeu, c'est alors la spécificité de Grand Annecy, c'est qu'il n'y avait aucun habitat collectif. Et tous les habitats sont individualisés avec des compteurs individualisés. C'est assez rare. Mais dans ce contexte-là, une tranche à 200 mètres cubes, elle ne va toucher que les professionnels. Et donc, elle peut se justifier parce que justement, tous les ménages vont être tarifés avec un seul système tarifaire, alors que les professionnels vont avoir effectivement un effet d'augmentation au-delà de 200 mètres cubes, mais qui ne va toucher que. Mais c'est vraiment très spécifique sur le cas de Grand Annecy. Sur le Creusot-Monceau, il y a des habitats collectifs et globalement, il y avait une tarification avec 5 tranches. C'était assez compliqué. Des tranches qui étaient en plus
progressive, puis dégressive, puis progressive, puis progressive. Voilà, donc il y avait un truc hyper complexe qui ne touchait que l'eau. Donc l'assainissement atténuait fortement l'effet de progressivité ou de dégressivité, parce que quand on rajoutait toute la facture d'assainissement, qui était assez simple, la facture d'assainissement, ça n'avait pas cet effet-là. Qu'est-ce qui a été fait? Donc une simplification avec une seule tranche, puis un seul tarif, mais surtout une réflexion pour dire que le tarif de l'eau devait être tarifé de la même manière que le tarif d'assainissement, avec la mise en place d'une part fixe sur l'eau et d'une part fixe sur l'assainissement, une part fixe très forte. Ils sont montés à 29,9% de la facture, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en limite des 30%. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont un contexte de baisse de consommation, de baisse de population, et ils avaient nécessité de sécuriser fortement leurs recettes. Donc, ils ont mis en place des parts fixes importantes. Mais pour ne pas pénaliser les tout petits ménages, en fait, ils ont fait les 30 premiers mètres cubes pas très chers. Quand on est sur les 30 premiers mètres cubes, globalement, on ne touche personne, parce qu'un ménage d'une personne est autour de 30 mètres cubes à minima. Donc, pour les 30 premiers mètres cubes, globalement, enfin, on touche personne, on touche tout le monde, et y compris les résidences secondaires, l'habitat enfin, qui n'a pas été là toute l'année, etc. Donc, on va avoir quand même une part fixe très importante, mais du coup, on va préserver quand même les petits ménages et ensuite partir sur une tarification monome au-delà des 30 mètres cubes. Donc voilà un deuxième exemple de mise en place de tarification progressive, mais avec un objectif qui est un peu différent que celui de dire de faire contribuer les grands par rapport aux petits. Et enfin, le Grand Lyon, qui vient de mettre en place une tarification progressive, elle est intéressante et elle a été travaillée de façon assez spécifique. Pourquoi? Alors, elle traite aujourd'hui que de l'eau. Et effectivement, c'est un gros sujet parce que normalement, on doit traiter de l'eau et de l'assainissement. Et là, tout le monde n'a pas la compétence au même moment et les mêmes sujets au même moment. Donc, pour l'instant, elle traite que de l'eau. Mais au départ, on était sur un système par fixe et une tarification en monome assez simple, avec beaucoup d'habitats collectifs et donc beaucoup d'habitats collectifs concernés par cette tarification en fonction des volumes consommés historiquement. L'idée, c'était, premièrement, la tarification progressive, elle touche des catégories différentes. Il y a une tarification progressive pour les ménages et une tarification pour les professionnels. Donc là, je ne vous parle que celle des ménages. Quand on regarde celle des ménages, on voit qu'il y a eu 12 mètres cubes qui ont été instaurés gratuitement sur l'eau. Donc gratuitement, mais en fait, il n'y a pas eu de baisse de part fixe. Donc la facture à 0 mètre cube, elle reste avec un montant de part fixe. On doit être sur une part fixe à 50 ou 60 euros, j'ai plus exactement, oui, 50 euros, je crois, 46 euros. On est sur une part fixe un peu élevée, mais, enfin, pas très élevée, mais voilà, globalement pas 20 euros. On a des mètres cubes qui vont faire que la facture d'eau ne va pas augmenter très vite. Alors, elle augmente un petit peu, puisque sur les redevances d'agence de l'eau, il n'y a pas de gratuité. Mais donc, il y a un petit peu de, voilà, un effet d'atténuation. Il y avait un symbole derrière, le fait d'accorder des mètres cubes gratuits autour d'idée de c'est un service essentiel, on doit pouvoir tous avoir accès à des mètres cubes gratuits. Donc, il y avait vraiment un enjeu très symbolique. Et après, on a une tranche à 180 mètres cubes. Et donc, il faut comprendre que là, globalement, on va intégrer tous les ménages, entre les petits ménages jusque les très grands ménages de 5-6 personnes. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre tous les ménages dans cette tranche-là. Et au-delà de 180 mètres cubes, on double le prix. Donc, on a effectivement un effet très important. Et pour protéger les ménages en collectif, il a été décidé de diviser les 8000 mètres cubes par le nombre de logements et donc de revenir à 80 mètres cubes par logement, si là il y a 100 logements dans cet exemple-là, ce qui fait que globalement, tous les ménages en collectif vont se retrouver dans la tranche 12-180, donc ils vont être protégés. Il va y avoir plus grand monde dans cette partie au-delà de 180 mètres cubes sur les ménages. Donc il va y avoir quelques cas de gens peut-être très riches avec beaucoup de piscines, je ne sais rien, mais voilà, quelques cas un peu isolés. Il y a un gros travail qui est fait avec les syndics pour repérer tous les logements et tous les appartements pour bien les faire repasser dans cette zone-là. Ça coûte un peu, enfin voilà, il y a un peu de moyens pour refaire ce recensement-là, mais globalement, voilà, les collectifs ont été vraiment protégés. Et un autre point important, la part fixe, elle est bien par compteur et elle est pas par logement. Donc, on ne va pas impacter non plus les collectifs en multipliant la part fixe par le nombre de compteurs. Globalement, les collectifs coûtent beaucoup moins cher à gérer
que les maisons, hein. Il y a moins de tuyaux pour apporter l'eau parce qu'ils sont, voilà, ils sont plus denses. Il y a moins de compteurs à gérer, moins de factures à faire, etc. Donc, c'est normal aussi que l'habitat collectif paye un peu moins cher que l'habitat individuel parce qu'il coûte beaucoup moins à gérer et à distribuer. Donc voilà un peu la spécificité. Et puis après, sur la tarification progressive des pros, il y a eu voilà, il y a un élément spécifique. Juste, je vous fais un peu une synthèse de ces trois retours. Chaque territoire a ses spécificités et son histoire. On ne part jamais de rien quand on construit une grille tarifaire. Donc, on est toujours en évolution par rapport à une situation existante, ce qui amène des fois des choix qu'il faut pouvoir réexpliciter. Il y a vraiment des enjeux à avoir une approche combinée eau et assainissement, puisque la facture de l'usager, c'est les deux. Et donc, c'est toujours intéressant de combiner les deux pour voir ce qui se passe. La tarification progressive, elle cache parfois déjà une volonté d'augmenter la part fixe ou de ne pas la baisser, mais du coup, forfaitiser un peu les premiers mètres cubes pour essayer d'avoir les mètres cubes suivants un peu plus élevés. La tarification progressive, elle cache aussi souvent une tarification différenciée. C'est-à-dire qu'on va essayer, grâce à la progressivité, d'aller taper deux, trois professionnels assez grands et de les faire contribuer un peu davantage. C'est un peu l'inverse de la dégressivité qui avant touchait aussi que deux, trois professionnels. Mais quand on a des très gros professionnels sur un territoire, ça peut être un levier que de les faire contribuer. Alors attention non plus à ne pas les effrayer, à ne pas les faire fuir ou à ne pas rendre votre économie complètement dépendante de la consommation de ces quelques professionnels. Donc, il y a un vrai gros enjeu à protéger l'habitat collectif, donc à l'identifier déjà, avec des outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir comprendre combien on en a. Faire des tarifs différenciés sur les ménages collectifs ou diviser par le nombre de logements ou ne pas faire de tarification progressive. Hein, mais si vous en faites, voilà, tarifs différenciés pour les collectifs ou division par le nombre de logements des tranches. Et ensuite, il y a un enjeu à protéger aussi les familles nombreuses. C'est-à-dire qu'elles sont autour de 120, 130 mètres cubes assez facilement, les familles nombreuses. C'est pour ça qu'on va mettre des tranches qui vont peut-être qui vont paraître larges, mais entre 20 et 200 mètres cubes, mais il y a une certaine logique. Et après, la tarification des professionnels, elle reste difficile à voir hein, sur la tarification progressive parce que comment on peut distinguer un petit boulanger d'un grand boulanger pourquoi on justifierait de faire payer plus cher le grand boulanger plutôt que le petit alors que potentiellement il fait des baguettes avec moins d'eau, le grand boulanger, que le petit boulanger Hermès ou le petit boulanger, pas Hermès, le petit boulanger Hermé. Pierre Hermé, voilà, lui il fait beaucoup d'eau pour ses quelques macarons. Donc voilà, ça fait un sujet. Deuxième élément, l'impact technique. Attention quand même sur les tarifications progressives, la complexité de la facture. Les logiciels ne sont pas tous amenés à pouvoir faire les mêmes règles. Et notamment, par exemple, vous fixez un seuil à 30 mètres cubes par an avant d'augmenter le tarif. C'est 30 mètres cubes par an ou c'est 82 litres par jour en moyenne? Cette question, elle peut paraître anodine, mais elle est assez structurante. Parce que si c'est par an, il faut savoir quand on commence. On commence au moment de la relève ou est-ce qu'on commence au 1er janvier? Donc, en fonction de ces choix-là, ça ne va pas être la même chose. Et pourtant, vous avez 10 à 20% de vos abonnés qui vont être présents qu'une partie de l'année. Et donc, cela, il va falloir les gérer sur les tranches. Et donc, comprendre comment on leur applique le niveau d'évolution tarifaire. Donc, il y a un intérêt à proratiser sur la consommation journalière moyenne pour pouvoir bien ajuster cette tarification progressive. Ensuite, elle est plus facile à mettre justement sur des territoires avec la télé-relève ou la radio-relève, hein, ce qui est le cas sur Lyon. Ils ont la radio-relève, la télé-relève assez développée. Parce qu'en cas de relève manuelle, si vous faites des relèves qui ne sont pas toujours de la même durée, notamment si vous augmentez le temps de relève entre deux relèves, vous allez générer des factures d'eau plus importantes et des volumes d'eau consommés plus importants sur certains usagers. Et donc, ils vont dépasser les tranches et ils vont dire, attention, vous m'avez appliqué un tarif plus important, mais c'est juste parce que vous avez plus de temps à me relever. Et donc, on a eu des cas de réclamation client sur ce type de tarification progressive. Troisième point, regardez la lisibilité de la facture derrière. Comprendre que chaque tranche va être divisée par le nombre de périodes de tarification et qu'en général, il y a 2 périodes de tarification sur chaque facture parce qu'il y a une évolution du tarif au 1er janvier ou une évolution du tarif au 1er juillet. Et donc là, vous avez un exemple de facture où il y a 5 ou 6 tranches, mais toutes ces tranches ont été multipliées par 2 parce qu'il n'y avait pas les mêmes tarifs en fonction des périodes de l'année. Et donc, vous avez des volumes ici qui peuvent être 10, 29, 61, 20, ce qui fait un total de 120. Mais pour savoir ce que j'ai consommé, est-ce que j'ai fait au-delà de 100, etc., au-delà de 10, ce n'est pas évident. Et en plus, elles vont être multipliées par le nombre d'acteurs, parce que là, vous avez une SPL et une collectivité. Du coup, bah, vous avez un doublement des lignes, ce qui rend là, quand même la lecture de la facture assez complexe. Donc,
anticiper, si vous mettez une tarification progressive, sur le fait de clarifier votre facture, de voir comment la rendre la plus lisible possible pour que, et c'est pas simple, sur les libellés et sur les façons de présenter les choses. Ensuite, il y a l'impact social. Et l'impact social, écoutez, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a aucune des collectivités, enfin toutes les collectivités que j'ai citées, Lyon et Bordeaux aussi, mettent en place un dispositif compensatoire en plus de la tarification. Pourquoi? Parce qu'en fait, les premiers mètres cubes pas chers, ça protège tous les usagers et pas forcément les plus pauvres, mais aussi les plus aisés. Et en plus, quand on met des mètres cubes pas chers au début, on doit mettre des mètres cubes plus chers à la fin, donc potentiellement on impacte les familles nombreuses et l'habitat collectif. Donc, il y a vraiment un enjeu. Mais alors, voilà. Et puis, même si les premiers mètres cubes sont un peu moins chers que les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas chers. Ils sont peut-être chers dans l'absolu. Et potentiellement, même si les mètres cubes sont moins chers que les autres, ils sont quand même très chers. Et donc, ils vont générer un effort important pour les ménages. Donc, l'enjeu, c'est de limiter l'effort des ménages à 3% de leurs ressources. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure M. Bon. L'enjeu, c'est de dire, OK, pour une consommation raisonnable, je vais essayer de rester sous un seuil de facture raisonnable. Et donc, par exemple, alors je prends l'exemple d'un RSA à 540 euros par mois, déduction d'APL comprise. Il y en a qui prennent un peu moins, mais vous voyez, 540 euros par mois, 3%, ça veut dire que la facture, elle ne doit pas dépasser 16 euros par mois pour 40 mètres cubes. Faites le calcul chez vous, regardez si pour 40 mètres cubes, vous êtes à plus de 16 euros par mois ou pas. Mais pour 4 personnes, parce que vous avez des ménages pauvres de 4 personnes, le RSA, c'est 1134 euros par mois. Il ne faut pas que la facture dépasse 34 euros par mois. Bon, regardez ce qui se passe pour un ménage de 4 personnes pour 110 mètres cubes, ce que ça fait, est-ce que ça ne dépasse pas les 34 euros par mois? Si ça dépasse, il faut mettre en place un dispositif compensatoire. Et toutes les collectivités, là, on met en place un système d'allocation eau. Je ne vais pas redévelopper ça, mais globalement, il faudrait faire un séminaire dédié, message à la FNCC, sur ces questions-là pour avancer. Et enfin, je termine sur les effets pour les consommations, parce que c'était vraiment le sujet. J'avais 20 minutes, mais je les tiens. On a vraiment un sujet. Est-ce qu'on veut faire baisser ces consommations d'eau et est-ce qu'on arrive à les faire baisser avec la tarification progressive? L'eau, il y a une élasticité prix qui est assez faible. Elle existe un peu. C'est sûr que si vous augmentez, enfin, plus vous avez un tarif élevé et plus vous allez voir que les gens vont faire attention. Ça, c'est, voilà, il y a une petite élasticité. Alors, c'est vrai que si vous faites une variation de tarif importante et que vous communiquez fortement sur le fait que vous augmentez fortement le prix, là, vous allez aussi avoir un effet de baisse. Mais attention, parce que si vous faites ça, mais sur des tarifs très faibles, potentiellement, vous allez avoir un effet un peu de baisse une première année, puis après, ça va revenir à la normale. C'est un peu ce qu'on a constaté, enfin, ce qui a été constaté sur différentes collectivités. Les moments de transition créent un peu de tension, puis après, ça revient à la normale. Donc, c'est vraiment plutôt le prix final. Est-ce qu'il est assez élevé ou pas? Les retours d'expérience, on n'arrive pas à démontrer, en tout cas scientifiquement, les effets de la progressivité. Il y a eu des études, il y a eu très peu d'études scientifiques sur le sujet. Il y a eu une étude en économétrie faite par Mayol sur Dunkerque qui montre qu'effectivement, bon, on a baissé les tarifs des ménages, des petits ménages, donc on a baissé les premiers mètres cubes. On aurait eu une hausse des consommations des petits ménages, d'après ce qui est écrit dans le rapport, versus on a augmenté le tarif des grands ménages, et donc on les a impactés parce qu'ils ont plus de factures, et on a constaté une petite baisse de consommation des familles nombreuses. C'est pas énorme, mais on a eu ce petit effet. Alors les familles nombreuses étant beaucoup moins nombreuses que les petits ménages, ce n'est pas non plus des effets de consommation aussi forts. Mais donc, ce qui est tout le temps quand même dit, des retours d'expérience qu'on a pu entendre, c'est que globalement, c'est surtout la communication au moment de la mise en place de cette tarification qui fait que on parle des enjeux de l'eau, on parle de l'économie d'eau, on parle de dire attention, et on rappelle le message, attention, plus vous consommez, plus vous allez payer, et c'est ça qui renforce cette idée de peut-être qui tend à faire baisser des consommations qui sont déjà de toute façon en baisse depuis un certain temps. Alors ça se stabilise un peu, mais elles étaient en baisse depuis une dizaine d'années, notamment parce qu'on tarifait au mètre cube, donc forcément les gens faisaient attention. Les grands consommateurs notamment ont fait attention, ont fait des efforts, donc il y a déjà eu des baisses des grands consommateurs, pas forcément les petits, mais les petits ont peut-être plutôt tendance à augmenter, mais les grands ont plutôt baissé. On a eu quand même une amélioration des appareils électroménagers, puis on a eu aussi beaucoup de ressources alternatives de récupération d'eau de pluie, de forage, qui font qu'on a des baisses qui ne sont pas forcément des baisses de prélèvement, mais des baisses de services de l'eau. Globalement, ce qui est dit, c'est que le prix de l'eau est sans doute un peu faible et que c'est essentiellement la communication qui va être associée, qui va permettre de préserver. Moi, je vous le dis, quelle est la tarification la plus incitative parmi ces deux tarifications? Vous avez en dessous une tarification progressive.
Oui, alors celle-là, elle est progressive. D'accord. Mais est-ce qu'elle est plus incitative que celle du dessus? Évidemment non. Celle du dessus est beaucoup plus simple, mais le prix de l'eau étant tellement plus important, globalement, il n'y a pas de sujet. C'est ceux qui sont dans la tarification grise qui vont être beaucoup plus sensibilisés au fait de faire attention. C'est principalement le niveau des tarifs qui est le sujet pour pouvoir faire baisser les consommations. La complexité tarifaire, à mon sens, alors, sur l'aspect baisse de consommation, hein, il y a plein d'autres sujets d'équilibre de contribution qu'on a vu tout à l'heure, mais sur l'aspect baisse des consommations, ce n'est pas tellement le sujet. Donc, moi, je pense que, et pour conclure, globalement, il y a une hausse nécessaire des tarifs dès les premiers mètres cubes de toute façon pour répondre aux enjeux patrimoniaux, et c'est sans doute une bonne chose. Globalement, euh, on peut s'en effrayer, mais globalement, ça va amener à être beaucoup plus sensible au prix. Et puis, ça va aussi amener à faire en sorte que la qualité du service soit assurée, que la confiance dans l'eau du robinet soit assurée. Mais ça a un coût. On ne peut pas arriver à faire un service de qualité sans rien. Et si on ne fait plus de service de qualité, on va avoir des gens qui vont se détourner de ce service-là, alors il est beaucoup moins cher que tous les autres services comparés, notamment l'eau en bouteille. Donc, le vrai sujet, c'est n'ayons pas peur d'augmenter les premiers mètres cubes et les prix de l'eau, mais surtout donnons des bons repères aux usagers. Et là, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va travailler avec Bordeaux, qui est un peu en concomitance, c'est pas encore fait, mais c'est pas simple non plus de faire évoluer les factures parce qu'il y a plus beaucoup de place. Mais l'idée, c'est de changer le repère, ne plus parler de mètres cubes, parce que 40 mètres cubes, 60 mètres cubes, personne ne comprend ce que ça veut dire. Moi, j'ai consommé 60 mètres cubes, je ne sais pas si c'est juste, pas bien, etc. Donc l'enjeu, c'est de faire apparaître autre chose sur la facture. Et donc, par exemple, l'idée, ça serait de remplacer les mètres cubes par les équivalents habitants modérés. Moi, j'ai consommé 60 mètres cubes, c'est 164 litres par jour. Donc déjà, 164 litres par jour, ça commence déjà à me parler un peu plus que mètres cubes. Donc 164 litres par jour pour 60 mètres cubes, ok. 164 litres par jour, c'est l'équivalent de 1,5 équivalent habitant. Ok, bah ça, si je suis seul, je me dis, j'ai une marge. Parce qu'on me dit que j'ai facturé l'équivalent de 1,5 équivalent habitant. Donc ça va me parler et ça va me permettre de réajuster. Alors, si je lis ma facture, il y a beaucoup d'usagers qui ne lisent pas leur facture malheureusement, mais globalement, si le prix de l'eau augmente, je vais lire ma facture, et si je vois que je suis à l'équivalent 1,5 habitants, ça va me parler et je vais faire une marge. Donc, on devrait pouvoir travailler sur ça, être beaucoup plus explicite sur les repères qu'on va donner aux usagers. Et bien sûr, il faut associer ça à une compensation sociale pour les tarifs qui augmentent, pour les ménages qui font un effort supérieur à 3%. Et donc, il faut financer cette aide sociale. Et le tout va engager normalement un cercle vertueux parce que la baisse des consommations, eh ben, elle va entraîner une hausse des tarifs. Et donc, on va retourner dans un équilibre général là-dessus. Voilà pour une première lecture sur ces enjeux autour de la tarification progressive. Je vous remercie. Merci Simon. Bernard, tu avais une réaction? Bon, non, mais tout de suite, d'abord merci à Simon d'avoir tenu dans les délais et d'avoir dit des choses bien intéressantes. Je voudrais quand même que Simon puisse aussi s'exprimer sur sur le logiciel qui a été mis au point par Citexer qui permet de tester en temps réel autant que possible les effets redistributifs des tarifs. Mais ma petite remarque, c'est que effectivement, je milite maintenant pour que dans les immeubles collectifs, les gérants d'immeubles ou les bailleurs sociaux, quand c'est des bailleurs sociaux, soient capables de faire le calcul de combien d'eau a été consommée dans une période donnée, divisé par le nombre d'habitants, en essayant de reconstituer le nombre d'habitants et en tenant compte de ceux qui ne sont pas là ou qui sont là qu'une partie du temps, si on peut pifométrer. Non, parce que du coup, on peut arriver très vite à avoir un chiffre assez banal de consommation par personne qui va dire, ben, par rapport à ce que tu viens de dire, on est à un équivalent habitant modéré ou pas, ou gaspilleur ou pas. Et alors, à partir du moment où on trouverait qu'il y a beaucoup plus de consommation par personne dans un immeuble, on pourrait engager une société de recherche de fuite pour trouver. Et finalement, ça serait beaucoup plus efficace que d'essayer de trouver des solutions par les tarifs dont tu viens de dire que bah, c'est pas tellement efficace, les tarifs. Voilà. Même si les tarifs ont pour vocation essentielle pour nous tous, hein, de recouvrer les coûts, que l'opérateur puisse avoir les moyens de renouveler ses installations, de les faire vivre, hein, et de continuer un bon service. Voilà.
Merci Bernard pour cette suggestion. Alors, on est déjà quasiment à l'heure. Du coup, bon, je pense que Simon a répondu directement à beaucoup de questions directement dans la présentation. On voit que de toute façon, enfin voilà, les travaux vont continuer. Donc, on vous annonçait une webconférence euh, consacrée plutôt au sujet de tarification saisonnière, qui permettra sans doute aussi de toucher tout ce qui est, enfin, de se pencher peut-être plus en avant sur le sujet des résidences secondaires qui est un peu revenu. Je ne sais pas si Simon, tu as un point à nous donner là-dessus. Et puis, Effectivement, là, c'était pas forcément les cas de tarification progressive. Les résidences secondaires, c'est un problème. On n'arrive pas à les toucher avec la tarification progressive. On n'arrive pas à les toucher du tout. On ne peut pas les identifier spécifiquement. On a plutôt des collectivités qui mettent en face des grosses parts fixes pour essayer de les faire contribuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les tarifications saisonnières, elles vont poursuivre deux objectifs. Je pense que ça ne sera pas enfin, voilà, pas avec les mêmes. C'est que globalement, elles ont plutôt comme effet de s'assurer des effets contributifs des uns et des autres qui soient équilibrés, mais pas forcément de faire baisser la consommation en été. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas d'exemple de tarification saisonnière où les gens ont réussi à faire baisser leur pic de volume de consommation. Par contre, grâce à la tarification saisonnière, ils ont réussi à faire contribuer davantage les touristes à l'économie générale du service en protégeant les résidents. Donc, on est bien sur des enjeux d'effets distributifs plus que d'effets de baisse de consommation. Parce que si les touristes mettent à baisser leur consommation, là, pour le coup, ça va aussi renforcer la contribution des résidents. Oui, à ceci près qu'une résidence secondaire, c'est pas forcément occupé en été. Ça peut Exactement, être en aussi un plus. week-end, enfin tous les week-ends. Ouais. Dans le Et Pays Basque, là, on s'est rendu compte que les résidences secondaires, c'était pas eux qui faisaient le pic de consommation l'été, non, pas c'était forcément. essentiellement les campings et les hôtels, mais Alors, pas les résidences secondaires. alors, pour le moment, il y a toujours un blocage législatif et je ne comprends pas le ministère là non plus là-dessus à autoriser la création soit d'une catégorie résidence secondaire, soit nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de préciser la catégorie habitat, résidence principale, et il y a les autres qui sont des résidences secondaires qui peuvent être des meublés de tourisme, etc. Ça, c'est déjà le premier point. La deuxième chose, il y a quand même une jurisprudence qui est sur la commune des Coux en Ardèche, où ils ont finalement contourné l'interdiction de tarification résidence secondaire. C'est qu'ils ont dit, les résidences, je donne une allocation, c'est une tarification progressive, tranche 1 peu chère, X mètres cubes par mois, hein, euh, sachant que pour les résidences principales, ils ont considéré que la dotation, c'était 12 fois ces X mètres cubes par mois, et les résidences secondaires, c'était juste la moitié. Donc, c'était que 6 mois, en considérant que voilà, c'était des dotations. Ça a été validé par le Conseil d'État. Donc, reste quand même la question de différencier les résidences secondaires des autres résidence, et ça, il faut avoir accès aux fichiers des GFIP, des impôts locaux, mais ça peut être un moyen de contourner. merci. Alors, je vous propose, bah, du coup, on va conclure. On va vous présenter rapidement le calendrier, les événements et les publications AST et FNCCR, donc notamment sur ces sujets, les prochains rendez-vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Super. Ben, merci beaucoup à tous et toutes pour votre attention, pour vos questions et les échanges très fructueux. Côté AST, on a quelques événements de prévus. Donc, on a un webinaire sur les pesticides et les métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine qui se tiendra le 18 avril. On aura aussi le congrès de l'AST à Quimper du 10 au 13 juin. On vous invite donc à vous inscrire rapidement. Et on aura en marge de ce congrès une édition sur les rencontres métiers où les professionnels du secteur de l'eau, mais aussi des déchets, sont invités à présenter leur métier à des jeunes. Vous avez également sur cette slide quelques publications. Donc, on a publié la semaine dernière un guide sur l'analyse des risques dans les réseaux intérieurs, sur sur les installations intérieures de DCH. Donc, il est disponible sur notre site gratuitement.
Ce guide a été réalisé conjointement avec le CSTB. On a également mis en ligne un guide sur l'évaluation des émissions de gaz du secteur de gestion des déchets ménagers et assimilés, également gratuit et téléchargeable sur notre site, ou encore une fiche résumée de la démarche PGE-CSE à engager sur le territoire, donc avant 2027. Et je laisse Mélissa présenter les actualités de la FNCCR. Oui, alors, donc on a pas mal de choses. Là, j'ai mis uniquement sur les enjeux économiques et tarification, qui sont quand même des gros axes de travail historiques et peut-être encore plus en ce moment. Donc, comme Régis l'a présenté au début de webinaire, on porte un projet de décret sur l'accès aux données sociales des CAF, donc qui est un peu compliqué. Voilà, on a suite un peu aux annonces sur récentes sur les évolutions budgétaires, on va dire, de l'État, établi un courrier à l'attention du Premier ministre et du Président de la République pour réaffirmer l'importance du principe l'eau et la biodiversité payent l'eau et la biodiversité, mais pas l'eau paye pour tout. En demandant qu'il n'y ait pas de nouvelles dépenses qui soient mises à la charge des agences de l'eau et qui ne soient pas compensées. Et puis, toujours, c'est un peu le leitmotiv, et on n'est pas les seuls à le demander, mais je pense que voilà, c'est bien à chaque fois d'en reparler, qu'on demande le rééquilibrage des contributions des différents usagers au budget des agences de l'eau. Ensuite, on a une réflexion en cours avec Interco de France et la FP2E sur le financement des services d'eau, le modèle économique des services d'eau. C'était une sorte de mission flash sur environ 2 mois avec plusieurs échanges, petits groupes de travail. France au public, donc, qui est un sous-réseau de la FNCCR, a engagé des travaux également sur la question de l'équilibre économique des services d'eau. Donc, il y a eu des travaux en présentiel lors de l'AG qui s'est tenu en octobre dernier. Et puis, récemment, un communiqué de presse et des actions, des propositions sur le financement des services d'eau et d'assainissement. Ensuite, j'organise un colloque le 29 mai 2024 à Paris sur la viabilité économique des services publics d'eau et d'assainissement. Donc, on aura une partie des personnes. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'être plutôt en présentiel, mais nous avons que 100 places. Donc, ça sera ouvert également à distance, mais en insistant bien sur la qualité des échanges qui sera plus facile pour les personnes en présentiel. On est déjà plein à plus de la moitié, voire aux 2 tiers, avec une matinée qui sera consacrée au coût des services d'eau et d'assainissement, donc que ce soit investissement ou exploitation du service, et les évolutions attendues avec les témoignages de collectivités, la présentation d'une étude FNCCR, etc. Et l'après-midi consacré plutôt aux recettes, donc avec une division entre recettes autres que la facture d'eau et ensuite les enjeux de tarification sur lesquels nous reviendrons. Voilà, et j'ai ma dernière, j'avais divisé en deux, ma dernière slide, s'il te plaît. Je sais que souvent, quand on a un partage d'écran, ça peut se... Super, merci. Donc, l'étude dont je parlais, qui est une étude sur l'analyse détaillée et fonctionnelle des coûts et des recettes des services publics d'eau et d'assainissement. Donc, on a appelé Expliceo. Donc, on avait monté justement avec Simon et ses collègues de Citexia. Donc là, pour avoir un peu plus d'éléments justement sur comment on justifie le coût du service, comment il va être amené à évoluer, quelles sont les marges de manœuvre qu'on se donne, se dire que le prix, en fait, ça reflète énormément de choses derrière et avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir le justifier auprès des usagers, voire des élus, et justifier éventuellement une augmentation. Ensuite, on a ce sujet, donc là, plus de financement des services, mais de manière plus large, un certain nombre de travaux. Donc là, des dossiers pratiques, donc ce sont des guides plusieurs dizaines de pages qui sont réservés à nos adhérents. Il y en a sur le financement des extensions de réseau et un qui vient de sortir sur la PAC. On a établi aussi une enquête sur la modalité d'application de la PAC avec un webinaire pour la présenter. Donc, c'est aussi accessible à nos adhérents. Et puis, une formation qu'on fait également avec Citexia. Quelle stratégie de tarification de l'eau sur mon territoire? Donc, la prochaine session est pleine, mais on en a une autre qui est programmée en octobre. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de la fédération, nous envoyer un mail. Ça, c'est ouvert aux non-adhérents également. Et j'intégrerai tous les liens peut-être directement dans les slides.
Ensuite, on anime le club des économies d'eau, donc en partenariat avec la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie, qui a élaboré une fiche qui a créé une fiche, élaboré une stratégie tarifaire, enjeux et facteurs déterminant la facture d'eau. Donc là, c'est plus des explications sur les enjeux globaux de la facture d'eau, disant que ça ne dépend pas uniquement du tarif, justement, mais que ça dépend également de beaucoup d'autres paramètres. Donc, c'est un peu les bases avant de se pencher sur une stratégie tarifaire. On a également, donc, dans le cadre du club, des webinaires. Donc, un certain nombre d'entre vous étaient ce matin à un des webinaires du cycle de webinaires qui se tient en ce moment. Et les trophées des économies d'eau qui seront reprogrammés cette année. Donc, voilà, n'hésitez pas à candidater. Et enfin, le congrès de la FNCCR qui se tient également en juin, donc comme l'a cité, mais nous c'est fin juin, donc c'est pas le 16 juin, c'est du 26 au 26 juin. 3 jours, c'est déjà beaucoup. À Besançon, voilà, donc je vous intégrerai les liens dans la slide qui sera rendu public. Et donc, le webinaire sera disponible en visio et les slides seront disponibles également pour les adhérents de la FNCCR et les membres de l'AST. Voilà, je ne sais pas si Marine ou Frédéric, vous voulez. À tous, hein, c'était super. Voilà. Bien, ben, je remercie les intervenants. Ouais, il faut les remercier. C'est très important. Et puis, je remercie aussi les participants. Il y a eu beaucoup d'activités sur le chat. Je suivais ça avec Marine. Beaucoup de questions. Donc, le sujet n'est pas clos, loin s'en faut. Et on se retrouvera, on va organiser